Bienvenue dans le débat. Emmanuel Macron en visite officielle en Inde pendant 4 jours avec pour objectif le franchissement d'une nouvelle étape dans le partenariat entre les deux pays avec l'achat confirmé la semaine dernière par l'armée de l'air indienne de 114 Rafales. Cette première journée se passe à Bombay, à Mumbai, où le chef de l'État français a rendu hommage aux victimes des attentats en 2008, attentats qui avaient fait 166 morts, dont 2 Français. Emmanuel Macron a aussi rencontré des stars de Bollywood. Il a salué, je cite, une accélération remarquable de la relation entre la France et l'Inde, un partenariat entre les deux pays qui n'a pas de limite, a ajouté Narendra Modi. Alors comment qualifier cette relation entre la France et l'Inde? Ce partenariat finalement va-t-il passer un nouveau cap? Effectivement, Trump et Xi Jinping ont-ils une incidence sur cette relation franco-indienne? Et puis quid des droits humains? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Claude Blanche-Maison. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Vous êtes ancien ambassadeur en Inde et en Russie, auteur de Fragments d'un parcours aventureux, et ça sort aux éditions Temporis. C'est déjà sorti, donc il y a un an. Merci d'être là, et donc c'était aux éditions Temporis. En face de vous, Alexandre Kateb, bonsoir. Bonsoir. Économiste, expert des BRICS et fondateur de Multipolarity AI. Bienvenue à vous. À côté de vous, Sylvie Malimbaum, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse et responsable de la recherche sur l'Inde et de l'Asie du Sud à l'IFRI. Bienvenue à vous. Et nous avons Guillaume Delacroix qui est par Teams avec nous. Bonsoir, journaliste, correspondant en Inde de 2013 à 2021 et également à Bombay pour Mediapart, puis Le Monde et Courrier International. Et co-auteur, Guillaume Lacroix, Dans la tête de Narendra Modi. C'est aux éditions Actes Sud. Merci d'être là. Pour démarrer, nous allons tout de suite à Mumbai, justement, où se trouve notre correspondant en Inde, Alban Alvarez. Alban, bonsoir. D'abord, on peut dire que les deux dirigeants ont affiché, vous étiez sur place, vous êtes toujours sur place, une proximité forte. Absolument Stéphanie, bonsoir. C'est ainsi que s'achève cette première journée marathon de cette visite officielle d'Emmanuel Macron en Inde avec cette première étape à Bombay. Et le choix de la ville de Bombay n'a pas été fait par hasard, comme l'a d'ailleurs rappelé Narendra Modi. Pour lui, Bombay, c'est la porte d'entrée de l'Inde et elle fait écho à Marseille, une ville qu'il a visitée l'an dernier, où il a d'ailleurs ouvert un consulat indien l'an dernier. Et pour lui, eh bien, Marseille, c'est la porte d'entrée de l'Europe et notamment, c'était la porte d'entrée pour des milliers de soldats indiens qui sont venus en Europe lors des 2 guerres mondiales. Alors, il y a eu un entretien bilatéral entre Emmanuel Macron et Narendra Modi qui a duré plus d'1 heure. Une vingtaine d'accords ont été signés dans différents domaines, la mobilité, les transports ou encore l'aéronautique. Et puis surtout, Emmanuel Macron et Narendra Modi ont répété, martelé que l'Inde et la France ont une relation spéciale, une profonde confiance mutuelle entre ces deux pays, d'autant plus importante dans un contexte géopolitique rempli d'incertitudes. D'ailleurs, Emmanuel Macron n'a pas manqué de rappeler que face aux pays qui ont des méthodes ou en tout cas des comportements hégémoniques, la France et l'Inde prônent le multilatéralisme, mais surtout une troisième voie qui existerait face aux ambitions économiques et hégémoniques donc de la Chine et surtout face aux politiques, à la politique menée notamment sur les tarifs douaniers par Donald Trump aux États-Unis. Et puis on peut dire que le deal sur les Rafales est important. Absolument, c'est une annonce qui a été publiée la semaine dernière par le ministère indien de la Défense. Il s'agirait du plus grand contrat d'armement jamais passé par l'armée indienne. Le ministère de la Défense a approuvé l'achat de 114 Rafales pour un montant estimé à 30 milliards d'euros. Alors, le contrat n'est pas signé. Dassault va encore discuter avec, le groupe Dassault va encore discuter avec le ministère indien de la Défense. Mais pour Dassault, ce serait un contrat historique. Déjà, ce serait le 3e avec l'Inde. Il y avait déjà eu cette première commande de 36 Rafales en 2016. Ces 36 Rafales ont été livrés. L'an dernier, l'Inde a commandé 26 Rafales marines pour équiper son porte-avions. Il faut tout de même rappeler que lorsqu'il y a des commandes aussi importantes, on parle toujours ici de transfert de technologie, c'est extrêmement important pour les Indiens. On parle même ici, selon les médias indiens, que la moitié des composants des futurs Rafales seraient fabriqués ici. Le PDG, d'ailleurs, de Dassault s'est dit prêt à ouvrir une usine d'assemblage en Inde en cas de contrat qui serait significatif.
Et cela, eh bien, dans toujours ce fameux contexte géopolitique particulièrement bouleversé. L'Inde préfère s'armer auprès de la France au lieu d'acheter par exemple des F-35 américains. L'Inde s'arme face à la Chine, mais surtout face au Pakistan, pays voisin ennemi avec lequel elle a d'ailleurs été en conflit l'an dernier au printemps 2025. Les Rafales d'ailleurs avaient été engagées dans ce conflit qui a opposé l'Inde et le Pakistan pendant près de 5 jours et un Rafale d'ailleurs avait été abattu en vol. Merci Alban Alvarez, notre correspondant en Inde. On va écouter tout de suite justement un extrait des déclarations d'Emmanuel Macron et de Narendra Modi. Le partenariat indo-français n'a pas de limite. Il s'étend des profondeurs des océans aux plus hautes montagnes. Nous croyons dans une troisième voie, un Indo-Pacifique libre et ouvert, la coopération en matière de technologie, de défense, de commerce et la volonté de ne subir aucune forme d'hégémonie. Claude Blanche-Maison, alors Narendra Modi est allé 7 fois en France depuis 2015. La première fois, c'était d'ailleurs au moment de François Hollande. Emmanuel Macron en est à sa quatrième visite en Inde. Paris mise sur New Delhi et vice-versa. Est-ce que la vente des Rafales en est une illustration ? Oui, la vente des Rafales en est une illustration, mais j'allais dire que c'est un aboutissement. C'est un aboutissement d'une construction de confiance entre les deux pays qui a commencé avec l'accord de partenariat stratégique qui a été conclu en 98 et qui finalement s'est développé au cours des années depuis donc maintenant 28 ans. Vous remontez loin, monsieur l'ambassadeur. Je remonte loin, oui, parce que c'est l'époque où j'étais en Inde, bien entendu. Et c'est l'époque où le président de la République, moi, m'avait donné une consigne, 2 ans plus tôt, je vous nomme en Inde. J'ai comme projet de faire de l'Inde notre partenaire stratégique en Asie. Et on a conclu, en effet, 2 ans plus tard, lors de la visite d'État de Chirac, ce partenariat stratégique. C'est notre premier contrat de partenariat stratégique. C'est notre premier accord. On n'en avait pas d'autre avec l'Asie. Maintenant, on en a avec un peu tout le monde. À l'époque, c'était le seul. C'est également le seul contrat de cette nature, le seul accord de cette nature de l'Inde avec un pays européen. Alors ça a provoqué une sorte d'échange entre les services de renseignement, de coopération dans la lutte contre le terrorisme, qui va assez loin depuis ce quart de siècle en réalité, de contact également au niveau des militaires. L'armée de l'air indienne s'est familiarisée avec le Rafale depuis très longtemps. Les pilotes viennent sur les tarmacs français pour apprendre à piloter le Rafale. Et donc une familiarité... là, il y a une accélération tout de même, parce que 114 Rafales... Bien sûr, il y a une accélération qui est notamment due, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à l'arrivée de Trump au pouvoir. Bien sûr, l'arrivée de Trump au pouvoir... Vous faites le lien, vous, tout de suite. Bien sûr, parce que le lien aussi, nous, ça fait 20 ans qu'on dit à l'Union européenne, il faut conclure un accord, il faut conclure des accords avec l'Inde, et que l'Union européenne dit oui, mais il y a des conditions, et puis c'est très difficile, les Indiens sont trop protectionnistes, on n'y arrive pas. Et pendant 20 ans, on n'y est pas arrivé. Et puis on y est arrivé la semaine dernière. On y est arrivé. Trump encore. Eh ben oui, parce que voilà, et parce que du coup, la Commission a adopté sur l'accord de libre-échange une position plus accommodante sur l'agriculture indienne, c'est-à-dire que l'agriculture est globalement sortie de l'accord, sauf les vins spiritueux, et que par ailleurs, effectivement, elle a accepté de conclure un accord politique de coopération stratégique entre l'Union européenne en tant que telle et l'Inde, ce qui était inimaginable il y a quelques années. Donc, en effet, on a entraîné ce courant et je crois qu'en effet, c'est une accélération qui est due aux manœuvres de M. Trump de coller 40 ou 50% de droits de douane à l'Inde, que Marco Rubio a réussi à ramener à 18 en moyennant un engagement de l'Inde à acheter de pétrole à la Russie. Mais tout ça, en effet, c'est une accélération, vous avez complètement raison. Et je crois que le point commun entre la France et l'Inde, c'est que les deux pays sont les avocats depuis très longtemps d'une autonomie stratégique par rapport aux grands, par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, et ne veulent pas dépendre d'un des grands. Sylvie Malembohm, vous êtes d'accord avec monsieur l'ambassadeur? Alors, pour revenir à ces Rafales, on parle de 114 Rafales, donc c'était annoncé la semaine dernière pour un montant de 33 milliards d'euros, mais selon plusieurs médias en Inde, il parle même de 31 autres Rafales pour la marine, ça ferait 145 Rafales en tout. Pourquoi? On se demande, mais quand même, c'est vrai, alors c'est quoi? C'est un gage de stabilité, ça symbolise véritablement ce partenariat entre les deux pays? C'est un nouveau cap?
Oui, alors je pense qu'effectivement, vous l'avez rappelé, hein, la relation Inde-France, elle est quand même ancienne, c'est une relation de longue date. Et effectivement, au cœur de cette relation, on a toujours eu ces grands contrats militaires, cette coopération dans le secteur de la défense qui n'a fait que s'approfondir. Tous les présidents, peut-être depuis François Mitterrand et effectivement Jacques Chirac, ont cherché à approfondir cette relation, ce qui a permis de créer une confiance, un niveau de confiance très élevé. Alors, en Inde, on rejette le concept d'alliance, hein, puisque l'Inde ne veut pas se lier les mains sur une alliance contraignante avec aucun de ses partenaires. Mais en revanche, quand elle parle de la France, elle rappelle effectivement qu'il y a ce niveau de confiance très haut qui permet d'aller assez loin, effectivement, dans les contrats et notamment dans la défense, dans les transferts de Alors technologies. c'est ça qui est un peu nouveau, on peut le dire, ces transferts de technologie qui sont de plus en plus négociés du Oui. côté indien. Alors, Ça va jusqu'où? sur le contrat Rafale, il est encore en négociation, donc c'est assez difficile, hein. On ne connaît pas exactement encore ce qui a été négocié, ce qui a été concédé. Mais ce qui est certain, c'est qu'on voit aujourd'hui que la France, dans cette stratégie qu'on appelle le Make in India, donc cette volonté de produire localement en Inde via des accords de coproduction, de co-conception avec des partenaires, et notamment des partenaires occidentaux. Oui, la France est un partenaire privilégié et il y a déjà beaucoup d'entreprises, et notamment dans l'industrie de la défense française, qui sont présentes, qui contribuent d'ores et déjà au Make in India. Alors on parle bien sûr des Rafales, on va probablement aller encore plus loin dans ce Make in India avec ce contrat Rafale, mais il y a eu aussi d'autres contrats, par exemple le contrat sur les sous-marins Scorpène avec Naval Group, où on a eu 6 sous-marins qui ont été coproduits localement à Bombay justement. Donc c'est vraiment une histoire qui continue à s'écrire sur l'armement. Et puis les hélicoptères également, Airbus, Alexandre Kateb. Donc ça veut dire que finalement la France, les Européens n'ont plus vraiment de limites sur ces transferts de technologie, qu'on parle vraiment de, pas de joint venture, mais presque en fait. C'est ça dont on parle aujourd'hui avec l'Inde? Oui, alors en fait, ces transferts de technologie, ça existe depuis longtemps, hein, notamment dans le domaine militaire et pour des pays comme l'Inde, hein, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très, très récent. Maintenant, c'est dans un cadre un peu plus institutionnalisé et peut-être que c'est couplé avec un développement des capacités industrielles. C'est ça qui est nouveau en Inde notamment, et cette impulsion qui est donnée notamment par Narendra Modi au secteur manufacturier, hein, au Make in India. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cet aspect très régalien. Ça veut dire qu'ils veulent développer leur propre ligne d'assemblage. Oui, ça, absolument, en fait. mais ce qu'ils font avec la France, ils le font aussi avec d'autres pays. Donc c'est d'une certaine manière opportuniste, et puis d'une certaine manière c'est aussi une vision à long terme d'autonomie stratégique, hein, qui est fondée sur les différents partenariats. L'Inde entretient aussi des relations avec la Russie, On va y revenir notamment aussi. dans le domaine militaire, et là aussi il y a des transferts de technologies qui sont faits. Donc c'est pas aussi monolithique que ça peut l'être du premier regard, quoi. Guillaume Delacroix, c'est un nouveau cap, vous pensez, vous, ces accords de défense? L'Inde a-t-elle été convaincue aussi par le Rafale? Il a été utilisé, notre correspondant le disait il y a un instant, lors de l'opération menée contre le Pakistan au Cachemire en mai 2025. Ça, je dirais, ça a participé à ce choix, à votre avis? Bah oui, c'est-à-dire que le Rafale est très compétitif et il y a eu effectivement un premier contrat qui a été rappelé tout à l'heure sous la présidence de François Hollande. Donc la défense est un des éléments majeurs de la relation France-Inde. Je ne pense pas qu'il y ait accélération. Moi, je pense qu'il y a une consolidation. Ça s'inscrit dans une continuité, comme l'a dit M. l'ambassadeur, depuis 98, depuis Jacques Chirac. Simplement, il y a une opportunité conjoncturelle du fait de la présidence de Donald Trump aux États-Unis qui crée par rebond, par ricochet, des réactions des différentes puissances dans le monde, des alliances de réaction, je dirais. Il y a un intérêt de l'Inde à revenir sur la scène mondiale, internationale, parce que Narendra Modi, je le rappelle, a été élu en 2014 sur le thème de la restauration de l'Inde, du retour de la revanche de l'Inde sur son passé colonial. Et puis, du côté de la France, eh bien, la possibilité d'accéder à un marché monumental, puisque l'Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde. Donc, c'est en termes commerciaux, en termes économiques, un intérêt évidemment financier et commercial. Donc, c'est des intérêts qui sont à la fois partagés. Et puis, en plus, l'Inde a toujours été dans une affinité culturelle, on va dire, avec la France, et puis un partenaire pour essayer de contenir l'hégémonie chinoise dans ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique. Et c'est un moyen aussi de contrôler toute cette zone de la planète dans laquelle la France a des positions importantes. C'est la diplomatie opportuniste, c'est ça?
Oh non, je crois que c'est très profond. Non, c'est plus profond Cette qu'une année, par exemple, diplomatie opportuniste. Cette année, c'est la France qui préside le G7. Et ce G7 est en danger. On ne sait pas ce que fera M. Trump. On ne sait pas s'il acceptera d'y aller. Ça va se passer en France au mois de juin, le sommet. Et évidemment, Macron est en train de discuter actuellement de la participation de M. Modi au G7. Parce que lui préside les BRICS cette année. Pas uniquement le deuxième jour, mais dès le début, parce que Modi préside en effet les BRICS. Et c'est très important pour nous de dire, nous apportons avec nous, avec la présidence française, l'opinion des BRICS. C'est-à-dire que le G7 n'est plus le fan club des Américains, c'est quelque chose d'autre. Et il reprend une véritable utilité. Il avait été fondé pour ça, d'ailleurs, au départ, il avait été fondé, c'était les plus grandes économies du monde, mais c'était des gens qui n'étaient pas nécessairement du même avis. Progressivement, il y a eu une Et là, phase... Emmanuel Macron va choisir l'Inde plutôt que la Chine. Bien sûr. Alors, le Chinois, mais le Chinois, il peut l'inviter aussi, mais le Chinois ne viendra probablement pas le premier jour, il viendra le deuxième jour comme invité de Raccro. Mais je signale qu'à Munich, il y a quelques jours, le ministre des Affaires étrangères chinois n'a pas critiqué Poutine pour avoir envahi l'Ukraine, mais il a dit la Chine est très attachée au respect des règles du droit international, elle est très attachée à l'intégrité territoriale des États, de tous les États, et à la souveraineté nationale. Je pense que Poutine a reçu le message 5 sur 5. On va reparler de Poutine, mais avant, on va parler de Donald Trump, puisqu'il entraîne une accélération tout de même, on vient de le dire, son impact sur cette relation entre la France et l'Inde. On va l'écouter parce que Narendra Modi est allé à la Maison-Blanche, c'était le 13 février 2025, on va écouter Donald Trump. C'est un grand honneur de recevoir le Premier ministre indien Narendra Modi. C'est un grand ami à moi. Nous entretenons une excellente relation depuis longtemps. Nous devons discuter de sujets très importants. D'abord, l'Inde va acheter beaucoup de notre pétrole et de notre gaz. Nous avons plus de pétrole et de gaz que n'importe quel pays au monde. Et ils en ont besoin. Nous en avons. Sylvie Malem, il a trouvé un deal finalement avec Narendra Modi, Donald Trump, après avoir menacé de 50% de taxes. Finalement, les droits de douane ont été abaissés à 18-20%, c'est ça. Et est-ce que ça veut dire que l'Inde a décidé de ne plus importer de pétrole russe, ou en tout cas un peu moins, et de se diriger vers les hydrocarbures américains ou pas? Alors, il faut savoir qu'entre juillet 2025 et février 2026, les États-Unis ont affiché 3 taux de droits de douane différents pour l'Inde. Donc, c'est quand même une situation qui est très compliquée pour les exportateurs indiens. C'est-à-dire qu'on est passé de 25% de droits de douane sur l'Inde à 50% pour les punir effectivement d'avoir acheté du pétrole russe. Et là, a priori, on redescend à 18%. Mais enfin, ça montre quand même une situation particulièrement instable et imprévisible pour, je le disais, pour les exportateurs indiens. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a effectivement, depuis près d'un an maintenant, une série de revers dans la relation entre l'Inde et les États-Unis qui compliquent beaucoup la diplomatie indienne et qui l'a quelque part un peu affaiblie. Parce que les États-Unis, c'est un partenaire structurant très important pour les Indiens. Pour l'Inde aussi. Exactement, à plusieurs titres. D'abord, c'est un marché important, c'est le premier marché à l'export pour les Indiens. L'Union européenne arrive en numéro 2, d'où l'importance effectivement de cet accord de libre-échange. Mais c'est aussi des liens humains. Il y a une diaspora indienne très importante aux États-Unis. On parlait tout à l'heure de transfert de technologie. On avait vu que sous l'administration Biden, il y a eu des concessions. Il y a eu un grand accord technologique qui avait été signé avec l'Inde, qu'on appelait l'ICET, qui permettait effectivement de faciliter un certain nombre de transferts de technologie. Donc, ces revers avec Donald Trump, je dirais, fragilise vraiment cette diplomatie du multi-alignement indien, d'où le fait effectivement la nécessité pour l'Inde d'aller chercher des nouveaux partenaires. Et c'est probablement une des raisons de l'accélération du rapprochement, notamment avec l'Union européenne. Et Alexandre Kateb, la Chine aussi, on en parlait, elle fait partie de ce paysage. Déficit commercial à l'égard de la Chine, de l'Inde, qui atteint plus de 100 milliards de dollars. Donc, et la Chine a une présence militaire de plus en plus importante dans l'océan Indien. Donc, comment finalement l'Inde se positionne-t-elle face à la Chine? Ça l'inquiète, ce qui se passe en ce moment dans l'océan Indien? Je ne sais pas si ça l'inquiète vraiment, mais effectivement, dans le prisme indien de celui d'une souveraineté sur son espace régional, comme toutes les grandes puissances, effectivement, je pense qu'elle voit d'un mauvais œil les incursions chinoises loin, on va dire, du centre de gravité géographique de la Chine. Donc oui, je pense que ça l'inquiète, mais en même temps, j'ai envie de dire, les relations entre l'Inde et la Chine au niveau économique sont extrêmement importantes, notamment même quand on se réfère à cette fameuse stratégie de Make in India, de développement du secteur industriel, notamment dans l'électronique avec l'accueil d'usines, Apple, etc.
eh bien, la plupart des composants qui sont utilisés par ces usines d'assemblage viennent de Chine. Et l'Inde ne peut pas couper de ces composants, de cette relation. Il y a une dépendance alors. Sous peine d'hypothéquer son développement industriel. Il y a une forme de dépendance, voire d'interdépendance, mais qui est asymétrique et qui est plutôt au profit de la Chine. Guillaume Delacroix, pour revenir justement sur Donald Trump, ça a un impact, vous pensez aussi, sur justement ce rapprochement entre l'Inde, la France, l'Union européenne, mais en même temps, Narendra Modi a tout de même passé aussi un accord avec Trump, donc il ne se détache pas complètement des États-Unis, puis on va voir qu'il a toujours des liens aussi avec la Russie, donc cette diplomatie indienne, c'est vraiment, elle se caractérise, c'est quoi? C'est une non-alignée, c'est ça l'Inde? C'est effectivement la marque de la diplomatie indienne depuis que Narendra Modi est au pouvoir. C'est l'extrême droite hindoue qui est aux commandes depuis 2014. Et en fait, la caractéristique, c'est ce qu'on appelle le multi-alignement. Ça a été théorisé par le ministre des Affaires étrangères, Subramaniam Jaishankar. Le multi-alignement, en fait, c'est avoir une diplomatie qui s'adapte au gré des circonstances. En réalité, l'Inde, est à la fois partout et nulle part. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas nouer d'alliance, mais elle se marie un jour avec Moscou, le lendemain avec Washington, et puis le surlendemain avec Paris. Et on le voit très bien, s'il y a une accélération, c'est peut-être justement sur les rebonds comme ça, les rebondissements qui ont eu lieu ces derniers mois. On en a parlé un petit peu, dans un contexte politique très difficile pour M. Modi, qui avait perdu la majorité absolue au Parlement aux élections législatives du printemps 2024. Et puis un Premier ministre qui a atteint l'âge canonique de 75 ans, au-delà duquel en Inde, normalement, on se retire des affaires. Et bien là, il a une possibilité de rebond politique sur la scène intérieure parce que Donald Trump annonce des droits de douane de 50%, donc on se tourne vers l'Europe, on réveille cet accord commercial qui était en gestation depuis une vingtaine d'années, qui n'en finissait pas d'aboutir. Et puis en décembre, on reçoit M. Poutine avec tous les honneurs à New Delhi et on dit à la Russie que c'est notre partenaire inébranlable. Voilà. Et puis rebond à nouveau au mois de janvier, les États-Unis finalement reviennent en arrière, on l'a dit, sur les droits de douane et tente d'imposer à l'Inde d'arrêter d'acheter du pétrole russe, ce dont on n'a pour l'instant aucune confirmation d'ailleurs. Et puis voilà que la France revient à nouveau dans le jeu au nom de ce partenariat stratégique qui remonte à 1998 et puis la France devient le meilleur ami de l'Inde. Donc c'est assez difficile de s'y retrouver. Il y a une diplomatie de circonstances qui ne s'attache à aucune valeur morale, à aucune doctrine de relations internationales et qui s'adapte aux circonstances. C'est ce qu'on appelle parfois la réelle politique, mais en tout cas, c'est une nouvelle position de l'Inde qui s'explique par la vision de la droite au pouvoir, de l'extrême droite au pouvoir, c'est-à-dire restaurer la fierté de l'Inde et son autonomie, alors son autonomie stratégique, et puis le fait de ne pas se laisser dicter sa conduite par quelque puissance que ce soit. Réel politique, vous diriez cela aussi, monsieur l'ambassadeur. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Guillaume Delacroix? C'est très important ce que vient de dire monsieur Delacroix. En effet, il a utilisé l'expression multi-alignement. de Jaishankar, du multi-alignement. Ça veut dire quoi, le multi-alignement? Ça veut dire une diplomatie tous azimuts. Je conclus des accords avec tous les pays qui veulent bien conclure des accords avec moi. Et on peut faire confiance à tous les pays en même temps? On détermine le segment sur lequel la coopération peut être utile aux deux pays. Ce n'est pas des accords ouverts à tout. On détermine pour chaque cas le segment sur lequel c'est utile pour les deux pays, et bien sûr notamment pour l'Inde. Mais en effet, il n'y a pas d'élément idéologique dans cette politique étrangère. C'est une politique tous azimuts. Je n'ai pas d'ennemis a priori, bien entendu. Et c'est une autre version positive, celle-là, du non-alignement de M. Nehru. Le non-alignement de M. Nehru penchait nettement, louchait un petit peu vers la Russie, vers l'Union soviétique, alors que là, c'est véritablement tous azimuts. Et en effet, M. Modi veut avoir de bons rapports avec les États-Unis, veut avoir de bons rapports avec la Russie, et dans le fond, veut avoir des rapports convenables avec la Chine, parce que ce sont deux civilisations très anciennes qui se connaissent et qui se respectent des deux côtés de l'Himalaya. Alors de temps en temps, ils se bagarrent d'ailleurs quelquefois avec des codes de comportement très modérés, puisqu'ils ont renoncé à avoir des armes à feu sur une partie de la zone contestée des frontières. Ils se battent à poing nu ou avec des bâtons. Il y a des morts, bien sûr, mais ça n'est pas la guerre. Il n'y a que le Pakistan, finalement.
Alors, le Pakistan, effectivement, parce que... Il ne rentre pas dans cette logique de diplomatie. Effectivement, M. Nehru a accepté la partition pour gagner l'indépendance rapidement, puisque les Britanniques avaient accepté la partition, et que la partition n'est pas vraiment digérée. C'est quelque chose de très pénible, et c'est pénible aussi pour les 200 millions de musulmans qui habitent en Inde, et qui sont des Indiens, bien entendu. Alors justement, on va écouter, puisqu'on parlait on a vu ces images de Vladimir Poutine qui était en Inde les 4 et 5 décembre 2025, donc il y a un peu plus il y a 2 mois, il était à New Delhi. On va l'écouter, Vladimir Poutine. Les discussions sur les questions mondiales et régionales ont confirmé que nos 2 pays partagent les mêmes positions. La Russie et l'Inde mènent des politiques étrangères indépendantes et souveraines. Avec leurs partenaires au sein des BRICS, de l'Organisation de coopération de Shanghai et d'autres pays dits du Sud global, nous travaillons à construire un ordre mondial multipolaire plus juste et plus démocratique. Sylvie Malembaum, il parle de nouvel ordre mondial avec la Russie et puis l'Inde. Intéressant. Est-ce qu'effectivement, d'abord, 60% de l'armement indien est encore russe? C'est ce que j'ai lu. C'est à peu près l'ordre de grandeur derrière. Tout à fait. Alors effectivement, ça reste important. C'est très important. La Russie reste un partenaire historique également, hein, que les Indiens considèrent que c'est un partenaire là aussi de confiance, qui s'est toujours tenu à leur côté au fil de l'histoire. Et ça s'est traduit par un certain nombre de grands contrats dans l'armement, dont on voit encore aujourd'hui les répercussions. Ce qui fait que, effectivement, 60%, 70% de l'armement indien aujourd'hui est d'origine russe. Mais on voit aussi que sur les 4 dernières années, la Russie est restée en réalité le premier fournisseur d'armement de l'Inde, avec 36% des importations indiennes d'origine russe, même si aujourd'hui, dans ce souci justement de diversification de ces partenariats, l'Inde essaye d'aller d'aller trouver de nouveaux fournisseurs d'armement. La France en bénéficie assez largement. Nous sommes aujourd'hui le 2e fournisseur d'armement de l'Inde. Mais en tout cas, ce lien avec la Russie ne doit peut-être pas être surestimé. Hein. On sait qu'aujourd'hui, la Russie n'est peut-être pas le grand partenaire d'avenir pour l'Inde, à même de lui apporter les opportunités économiques, les investissements, les technologies de futur dont elle a besoin. Mais tout de même, ça reste un partenaire important. Même Poutine était sur place il n'y a même pas 2 mois. Et sur le pétrole, est-ce qu'effectivement, les importations de pétrole russe diminuent sous la pression de Donald Trump ? Oui, elle commence à baisser depuis plusieurs mois. Alors, il y a eu effectivement une attitude très coercitive de Donald Trump qui a sanctionné, a imposé 25% de droits de douane punitifs parce que, effectivement, ces importations de pétrole depuis le début de la guerre en Ukraine, depuis 2022, elles avaient très fortement augmenté. Mais enfin, je rappelle qu'elles étaient raffinées, c'était du pétrole qui était ensuite raffiné en Inde, mais qui a été réexporté en partie vers l'Europe. Et aujourd'hui, nous avons aussi désormais, depuis le mois de janvier, des sanctions européennes qui s'appliquent, notamment sur une raffinerie en Inde, avec des investissements russes. Et on a un embargo aussi sur le pétrole d'origine russe qui transite par les pays tiers. Ce qui va poser une question assez sensible de la coopération sur cette question des sanctions européennes qui ne sont pas aujourd'hui reconnues par l'Inde. Et ce qui va être, je pense, un sujet pour les Européens, puisqu'au moment où il y a ce rapprochement important avec l'Europe, il y a quand même cette question russe qui demeure. Et pour l'instant, l'Inde, on ne sait pas justement si elle va répondre positivement sur ces sanctions européennes. On voit qu'elle commence effectivement à moins importer de pétrole russe, mais bon, si elle veut rester c'est parce que Donald Trump lui a dit de moins en importer. C'est pas les Européens. Les Européens n'y sont pour rien. Alors il y a eu les sanctions européennes qui sont venues ensuite, notamment sur les produits raffinés, parce que ces produits sont exportés vers l'Europe, donc c'est normal quelque part qu'ils subissent les sanctions européennes. Mais sur le fond, l'Inde n'a absolument pas renoncé à son partenariat énergétique avec la Russie. Et un certain nombre de cargos pétroliers qui acheminaient, je dirais, leur pétrole en Inde de manière ouverte, aujourd'hui le font de manière beaucoup plus opaque à travers des circuits de transbordement, notamment dans l'Indo-Pacifique. Et ça revient de toute manière en Inde parce que le pétrole trouve toujours un moyen, s'il y a un acheteur, d'aller vers cet acheteur. Donc pour l'instant, il n'y a pas de volonté de la part de l'Inde de couper cette importation du pétrole. Vous dites oui, peut-être. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de raffineurs indiens qui sont privés.
Alors effectivement, ils sont privés, ils cherchent le pétrole le moins cher possible. Et par conséquent, le pétrole le moins cher, c'est évidemment le pétrole russe. Donc comme vous le dites, ce pétrole, il est fongible, il peut être transbordé d'un bateau à un autre en pleine mer, etc. Et je pense que le gouvernement indien est sérieux lorsqu'il a dit à Trump qu'ils vont tout faire pour réduire ces importations. Mais il faut aussi tenir compte de l'opportunisme des entreprises privées qui veulent garder leur marge de raffinage, bien entendu. Oui, donc là, on n'y est pas tout à fait. Et qui sont donc des gens importants du secteur du business qui soutient Modi, comme on le sait, sur le plan politique. Et sur la guerre en Ukraine, justement, l'Inde n'a pas condamné du tout l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais c'est vrai que Narendra Modi est allé à Kiev en 2024 et Emmanuel Macron a appelé aujourd'hui l'Inde à soutenir l'idée d'une suspension des frappes militaires visant les populations et les infrastructures civiles dans la guerre en Ukraine. Est-ce qu'effectivement, à un moment donné, Narendra Modi pourrait avoir un rôle de médiateur? Comme je dis tout à l'heure, il est comme beaucoup de pays asiatiques et même comme les Chinois. Il dit, moi je défends le droit international, nous restons fidèles au droit international, l'intégrité territoriale, le multilatéralisme, c'est très important pour nous. Mais évidemment, il n'ira pas jusqu'à condamner Poutine et son agression sur le territoire ukrainien. Alors la question est de savoir, lorsque les négociations de paix en Ukraine évolueront, si à un moment donné, d'autres pays entrent dans le jeu, les Européens, c'est évidemment nécessaire, puisque s'il n'y a pas les Européens dans la négociation, eh ben, le traité de suspension du conflit sera inapplicable, mais peut-être d'autres, peut-être les Chinois, peut-être les Indiens. On voit bien que la négociation s'est déplacée à Genève, ce qui est un bon signe, puisqu'il s'agit de la sécurité en Europe, et on voit bien aussi Mais Narendra Modi a intérêt à le faire, a intérêt à se présenter comme un médiateur potentiel. Il ne veut pas antagoniser Poutine, puisqu'il n'antagonise personne. Ouais, mais oui, ils veulent évidemment, comme d'autres, qu'il y ait une suspension du conflit et qu'il y ait un cessez-le-feu et qu'il y ait des négociations honnêtes pour ensuite qu'il y ait un Ukraine qui puisse avoir des garanties de sécurité données par les Européens. Donc c'est d'ailleurs très exactement ce que dit aussi le Chinois. Guillaume Delacroix, un mot justement sur les droits humains. La France, c'est quand même le pays des droits de l'homme. Les musulmans, aujourd'hui, en Inde, on peut dire qu'ils ont un statut de citoyen de seconde zone? Ils sont traités d'une façon différente de la majorité, c'est les hindous, qui représentent 80% de la population. Et le pays, depuis l'arrivée de M. Modi au pouvoir, le pays est devenu ouvertement islamophobe. Quand il ne fait pas bon être musulman, clairement, dans ce pays. C'est-à-dire que ça devient très compliqué à la fois parce qu'on a des arrestations, il y a ce qu'on appelle la politique du bulldozer, on rase des quartiers musulmans dans les banlieues des grandes villes, dans certains villages, notamment au Gujarat, la région d'origine de M. Modi. Donc, c'est très, très compliqué aujourd'hui pour la minorité musulmane, une minorité qui représente quand même 200 millions d'habitants. Donc, ça représente quand même une des plus grandes populations musulmanes au monde. Mais ce n'est pas que les musulmans qui sont victimes de cette politique de répression et qui, malheureusement, n'apparaissent jamais dans les conversations diplomatiques, et notamment lorsque M. Macron vient à Delhi ou que M. Modi vient à Paris. Il y a aussi tous les opposants politiques. Il y a des gens qui sont en prison, en attente de jugement et qui croupissent dans des cellules. Là, il y a une reprise en main aussi des médias. Les libertés sont bafouées dans tous les domaines. C'est l'état de droit, en fait, en général, qui est menacé en Inde depuis maintenant 12 ans. Et en réalité, personne n'en parle. Et c'est assez curieux parce que dans ce monde agité, anxiogène que nous connaissons, on parle beaucoup, on désigne du doigt, on montre du doigt M. Trump, M. Poutine, M. Xi Jinping, Erdogan, Orban en Europe. On ne parle jamais de M. Modi comme d'un responsable autocratique, et pourtant son régime est extrêmement autoritaire. Et on n'en parle pas parce que l'Inde est un ami de la France et parce que l'Inde ne représente pas en réalité une menace. La Russie peut être une menace pour l'Europe. Les États-Unis, maintenant, on le sait aussi, en voulant envahir par exemple le Groenland. L'Inde n'a jamais dans son histoire envahi aucun pays. D'ailleurs, sous Modi, elle s'est repliée sur son voisinage immédiat. Ça a été dit, théorisé aussi plusieurs fois. On s'occupe d'abord de nos relations avec les pays voisins. Si bien que l'Inde ne représente pas un danger, ne fait pas peur. Et donc, on garde sous le tapis tous ces sujets un petit peu sensibles dans les relations commerciales et diplomatiques pour ne pas fâcher le gouvernement de M. Modi. Claude Blanche-Maison. On en parlait justement quand vous étiez, vous, ambassadeur en Inde, on parlait des droits humains?
Bien sûr. Avec bien sûr, l'Inde. puisque dans la deuxième moitié de mon séjour en Inde, de ma mission en Inde, M. Vajpayee du BJP était le Premier ministre. Et en effet, il arrivait que des groupements nationalistes qui étaient affiliés au BJP s'attaquent à des musulmans ou à des chrétiens. Mais en même temps qu'ils sont au pouvoir, moi, c'est j'ai plus même vu compliqué. des religieuses qui appartenaient à l'ordre française qui avaient été maltraitées, enfin véritablement par ces jeunes militants qui se croyaient autorisés à le faire. À l'époque, le gouvernement de M. Vajpayee, qui est un gouvernement BJP, il mettait le holà et effectivement, à chaque fois qu'on intervenait, les coupables étaient arrêtés, étaient punis, et c'était pas la politique du gouvernement. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, il faut quand même le dire, c'est que les institutions indiennes protègent le pluralisme religieux. Les institutions indiennes dans la constitution indienne. Cela dit, M. Modi, lui, a son interprétation propre, parce que M. Modi n'est pas un avocat formé en Grande-Bretagne comme tous ceux qui ont écrit la constitution indienne. Bon, lui, il est du Gujarat. Et en effet, c'est-à-dire, c'est un nationaliste hindou. Voilà, exactement. Et il fait du nationalisme hindou, vous avez tout à fait raison, un élément d'identification de l'Inde. Et ça, effectivement, au détriment des autres religions, des musulmans, des chrétiens, et effectivement, le gouvernement ne conduit pas des pogroms contre ces autres religions, mais il arrive, et cela... Les discours qui sont tenus facilitent pour les mouvements extrémistes de jeunes militants des excès. Et en effet, ils s'attaquent parfois à des musulmans et puis ils s'attaquent parfois à des chrétiens. Et ça, c'est évidemment totalement inacceptable. Et la France devrait en parler à Narendra Modi. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le système dans lequel on est, justement, système de politique de la force, on n'est plus dans un contexte où on va parler justement de droits humains avec son interlocuteur? Non, mais il faut, bien sûr, il faut respecter la Constitution indienne. La Constitution indienne, elle est totalement neutre par rapport aux religions. Donc, effectivement, et de toute façon, on est bien amené à intervenir lorsqu'il y a des ordres religieux français dont les membres sont attaqués par les jeunes nervis dont je parlais tout à l'heure. Et moi, ça m'est arrivé, en effet, même à cette époque-là, où on n'était pas avec M. Modi, on était avec M. Vajpayee, qui était beaucoup plus modéré dans son nationalisme. On n'était pas dans le même contexte, hein, justement. Mais ça arrivait néanmoins, et effectivement, on intervenait à ce moment-là de façon extrêmement forte, et le gouvernement soutenait en disant « ce n'est pas le gouvernement qui veut cette politique, et d'ailleurs, on va la réprimer ». Alors effectivement, aujourd'hui, c'est la réelle politique qui prend le dessus. Alors j'ajoute que Monsieur Modi n'a pas la possibilité de faire ce qu'il veut partout, parce que justement la constitution indienne étant une constitution démocratique, il y a tous les signes extérieurs de la démocratie, c'est-à-dire des alternances. Au centre, il y a eu une alternance entre le Congrès et le BJP, et puis dans les États, il y en a 29 des États. C'est pas Monsieur Modi, c'est pas le BJP qui gouverne tous les États. Il y a beaucoup de partis régionaux qui gouvernent des États. Donc la démocratie fonctionne encore, c'est ce que vous dites. C'est une démocratie imparfaite, bien entendu, mais c'est une démocratie parce qu'il y a des alternances. Vous êtes d'accord, Sylvie Malembourg? Démocratie électorale, au sens où effectivement il y a des élections qui sont organisées, les gens peuvent aller voter, peuvent aller aux urnes, certes. Quoi qu'il y ait encore des soupçons de fraude sur certaines élections régionales récemment, sur la révision des listes électorales, où certains noms, notamment des minorités musulmanes, auraient été supprimés. Mais par contre, clairement, oui, non, il y a quand même un affaiblissement, une fragilisation d'un certain nombre de contre-pouvoirs. On le voit bien sur la liberté académique, dans la presse, dans un certain nombre d'institutions elles-mêmes qui sont fragilisées, à commencer, y compris le pouvoir judiciaire, la commission électorale. Donc on parle plutôt aujourd'hui de démocratie libérale, illibérale, de démocratie ethnique, pour rappeler qu'effectivement les hindous ont un traitement aujourd'hui de citoyens privilégiés. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que cette question démocratique, qui devrait quand même nous rassembler, quand on regarde la conférence de presse d'Emmanuel Macron et de Narendra Modi cet après-midi, cette notion de démocratie comme notion commune, cette notion d'état de droit a été rappelée, alors qu'en fait, c'est un sujet de friction. Et ce sujet est notamment traité au niveau européen, puisqu'il y a un dialogue européen entre l'Inde et l'UE et à Bruxelles sur les droits de l'homme. Et on voit que c'est un sujet qui est très difficile. C'est-à-dire que les Indiens sont très irrités dès qu'on évoque ces questions. Ils considèrent que les Européens ont tendance à donner des leçons, à être intrusifs dans leur politique intérieure. Donc c'est un dialogue qui est quand même de plus en plus difficile à avoir au niveau diplomatique. Vous êtes d'accord, Guillaume Delacroix ?
Oui, je trouve même que c'est un euphémisme parce qu'en réalité, l'état de droit s'effrite, s'écroule en Inde depuis 12 ans. La justice a été mise en coupe réglée, la Cour suprême est sous le contrôle du gouvernement, le Parlement ne donne jamais son mot. En fait, c'est le gouvernement et c'est surtout le cabinet du Premier ministre qui décide tout. Les ministres n'ont pratiquement pas le droit à la parole. Et puis, il y a aussi les contre-pouvoirs que sont, effectivement, il y a la commission électorale qui n'est plus du tout indépendante, on l'a vu lors du dernier scrutin législatif, la presse qui est contrôlée par des rachats par des oligarques qui sont très proches du Premier ministre. Donc c'est plutôt un panorama très inquiétant. Et du reste, l'Inde dégringole dans tous les grands classements internationaux, que ce soit sur la démocratie, la pauvreté, la faim, la qualité de l'environnement, etc. Quand on regarde le tableau, il n'est pas aussi beau que ça en a l'air. Et la puissance économique que prétend être l'Inde aujourd'hui, c'est pareil, c'est une notion très relative parce que ramené à sa population, un peu plus d'1,4 milliard d'habitants, et bien le PIB est équivalent à celui du Bangladesh ou du Kenya. Donc il faut prendre un petit peu de recul par rapport à toutes ces annonces, à tous ces grands discours et surtout à la propagande. Et puis ça va se terminer avec ce sommet de l'intelligence artificielle qui a donc lieu en Inde sur fond de rivalité entre la Chine et les États-Unis. C'est pour terminer cette discussion, on va en parler d'ailleurs longuement demain. On va faire un débat consacré à cette intelligence artificielle. Intéressant de voir que ça se passe en Inde alors que finalement l'Inde est très très en retard même par rapport à la Chine ou aux États-Unis, mais là, elle veut être le cœur de ce sommet. En fait, c'est assez paradoxal parce que l'Inde est un géant dans le domaine des services numériques. C'est le deuxième acteur au niveau mondial pour l'exportation des services technologiques, de l'ordre de 200 milliards de dollars. Avec de grandes sociétés occidentales qui sont toutes implantées en Inde, on le connaît, et des grandes sociétés indiennes comme Infosys, Tata, etc. Mais c'est vrai que sur l'intelligence artificielle, il y a eu un petit peu des retards à l'allumage, et ça s'explique par un positionnement qui était jusqu'à présent plutôt sur des activités, on va dire, de sous-traitance vis-à-vis de grands donneurs étrangers, plutôt que la consolidation d'une certaine forme d'économie des services, je dirais, auto-centrés, comme c'est le cas en Chine, qui a permis l'émergence de grands acteurs chinois, ce qui n'est pas le cas en Inde. Donc maintenant, l'avantage, c'est que l'Inde a cette expérience dans le domaine donc il y a du potentiel, même si elle est très en retard. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas. Alexandre Kateb, Sylvie Malimbaud, merci beaucoup. Claude Blanche-Maison, merci. Monsieur l'ambassadeur d'avoir été avec nous. Merci Guillaume Delacroix d'avoir été avec nous lors de ce débat. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et je vous dis à demain.